Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que la journée a été bonne. On va quand même se poser une question. Quelle différence il y a entre les gilets jaunes à La Réunion et les gilets jaunes en métropole? On va poser la question à Éric Alandroit. Pour une simple raison, il revient de métropole, il a rencontré les gilets jaunes et dans le cadre de ce grand débat national. Voilà le grand débat national. Bonsoir Éric Alandroit. Bonsoir. Qu'est-ce qui a expliqué que Éric Alandroit avait besoin d'aller rencontrer les gilets jaunes en métropole? Besoin. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'était une envie? Non, disons que c'était quand même juste la fin de l'année, que moi j'étais là-bas et comme il arrête quasi jamais, et pas mal d'allons que moi de sur la France, il est impliqué dans les mouvements, dans les luttes. Et donc ça a été l'occasion d'allier utile et agréable. Et donc, il y a eu quelques rencontres. Mais même juste avant d'aller en France, la première rencontre la commence ici avec les personnes de Notre-Dame-des-Landes. Donc, toutes les vacances, on va juste rappeler que le problème de Notre-Dame-des-Landes, c'est dans la Loire-Atlantique, je crois, oui, c'est ça. Du côté de Nantes. C'est la création d'un aéroport qui a été finalement abandonné. Et il y a eu une vraie bagarre, en tout cas sur ce site, pour préserver l'espace, l'écosystème. Et c'est les zadistes, comme on les appelait, c'est ça vous avez pu échanger? Oui, disons, à plusieurs reprises, on avait eu l'occasion d'être sur place. Et là, c'était une équipe que l'était à La Réunion, peut-être vacances, mais en même temps, voilà, on continue à échanger. Ça de l'important, c'est de comprendre que ici et là, à La Réunion comme en France, Nanmoun est en lutte, et en lutte vraiment très, très profonde. Et Notre-Dame-des-Landes, à mon avis, c'est un des exemples très, très forts de ces dernières années d'une lutte qu'elle a vraiment porté ses fruits. C'est-à-dire que les gens les passaient maintenant dans une mentalité, vous êtes connaissez, vous êtes dans la capacité de défier le système et de remporter des victoires. Parce que c'est quand même une bagarre qui dure déjà depuis près de 60 ans, après 30 ans. Bon, régulièrement, il revenait sur la table l'idée de faire un aéroport sur une des zones humides du monde, une des plus belles, des meilleures. C'est-à-dire vraiment un écosystème extrêmement rare, que l'on a protégé, que l'on est déjà classé. Mais le système dominant, le système capitaliste, prédateur, lui, il marche dessus toute lui. Mais sauf qu'il a trouvé en face de lui des gens qui ne voulaient absolument pas laisser lui faire. Et ça a été une lutte à la fois physique, de combat, mais on a installé sur place de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières de prendre des décisions, à nouveau une nouvelle agriculture, des fromageries, toute une zone de ville avait une bibliothèque, toute une coopération entre des personnes, à la fois les paysans qui étaient déjà sur place et d'autres jeunes que les venus ailleurs, d'autres endroits de France, et que, au fur et à mesure, l'installation sur place. Et ça, je pense que c'est le genre de choses qui doit encourager à nous pour l'avenir. Et dans ce dernier déplacement, les Gilets jaunes, les rencontres, ça s'est passé sur quelle ville? Là, c'était sur Saint-Nazaire, sur Châteaubriand, et un peu aussi du côté de la Haute-Savoie, vers Thonon. Donc, c'est des plutôt petites villes ou moyennes villes, il dépend comment on regarde. Mais Saint-Nazaire, c'est quand même là aussi pareil, historiquement, un endroit où le chantier naval. La lutte, elle est ancrée, elle est ancrée dans les réflexes. Et là, on a eu l'occasion, avec les Dallons, d'aller rencontrer les gens sur la Maison du Peuple, que les autres l'ont installé sur Saint-Nazaire. Il y avait des réunionnais aussi parmi le groupe. Et c'est une équipe extrêmement structurée, avec les autres systèmes d'information, de communication, les autres radios, des réunions donc, tous les soirs. Ils débattent sur les thèmes. Un lieu de vie, restauration, stock, vêtements, et aussi tout amené vers les autres, puisque d'autres y aident de l'ESDF. Comment est passé, il avait un ralliement du côté des agriculteurs, où ça en a pareil, un grand terrain, où des entreprises, ils veulent à tout prix mettre une espèce de parc aquatique, alors que la mer elle est à peine à 10 km. Mais pareil, c'est-à-dire que sans vergogne, tout est à prendre, tout est à marchandiser, tout est à vendre, mais sauf que de plus en plus, dans le monde, il est en lutte et il debout devant, et il fait en sorte que il arrête de faire un peu n'importe quoi avec la planète, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut retenir, c'est aujourd'hui des hommes, des femmes et des hommes qui ont vraiment, qui défendent en tout cas jusqu'au bout leurs convictions, qui défendent leur espace de vie et qui sont prêts ou qui sont prêtes à aller très loin
dans cette bataille, un peu à l'image des Gilets jaunes, parce que c'est ça qui surprend un petit peu, c'est la durée du mouvement jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le mouvement Gilets jaunes, en tout cas, même s'il y a plusieurs mouvements au sein du mouvement, personne ne veut lâcher. C'est clair. Nous avons passé un cap. Mais on a passé un cap de deux côtés. C'est-à-dire que un cap a été passé par les dominants, dans des formes d'arrogance, dans des formes d'indécence. En gros, il y a où en face dans notre figure que vous compte pas, quoi. Et ça, à travers différentes mesures, nous peut voir. Tu vois, c'est un système qui produit des inégalités. Les gens, ils peuvent être pauvres, nous va aligner les pourcentages en dessous du seuil de pauvreté. Mais les années, ils passent et c'est toujours pareil, quoi. Alors que c'est pas une fatalité. Tout le monde, il peut connaître qu'on a des solutions. Mais l'envie humaine, l'amour pour l'autre, l'envie politique, n'est pas là. Donc, nous l'avons vraiment monté à quelque chose de très, très haut dans l'ignominie, tu vois, dans l'injustice. Elle n'est pas seulement en France, c'est pas seulement à La Réunion, c'est comme ça dans le monde. Nous voyons ça aux États-Unis. Il y a un des épisodes de l'histoire des États-Unis assez cinglante sur cette capacité de domination et de froideur, tu vois, de cynisme dans la guerre un peu partout. Mais en parallèle, il y en a aussi un cran qui est monté dans la compréhension de ces problèmes-là et dans la lucidité, la détermination de refuser ça. Et là, de plus en plus, ce que moi m'y observe, après ça va tomber, remonter, tout ça, c'est qu'en plus de dire non, de monde commence aussi lutter, mettre de l'énergie pour du oui, pour un projet. Il tâtonne, il est normal, nous les aussi acteurs de ce qui ne va pas, mais il y en a de plus en plus des foyers de gens qui cherchent aussi des choses nouvelles, de mieux vivre, de mieux planter, etc. En tout cas, on arrive à un moment où on voit que l'individu, dans sa dimension, se pose beaucoup de questions, cherche et est prêt à affronter ceux qui l'empêchent d'être bien dans ce qu'il est. Et la question aujourd'hui, c'est que est-ce que l'individu sait vers où il va? Parce qu'on sait, dans l'histoire, on le voit dans toute l'histoire de l'humanité, l'être humain a besoin de temps pour se chercher, pour s'interroger, pour trouver des solutions, sachant que ces solutions arriveront à saturation, qu'il faudra de nouveau recommencer la quête, la recherche et aussi les réponses. Donc aujourd'hui, est-ce que le Réunionnais est dans cette démarche-là? Est-ce que le militant culturel qu'est Éric Alandroit se rend compte aujourd'hui que le Réunionnais est également aussi à ce niveau-là et que ces questions-là, il se posent aussi? Il est évident. Après, il n'est pas généralisé. Comme Muro dit, il peut retomber, il peut repartir. Mais il y en a tout de même une ligne qui a été franchie dans la prise de conscience. Elle a été formulée sur différents ronds-points, dans différentes manifestations à La Réunion. Hier après-midi, il passé pour aller rencontrer des gens sur Étang Salé, où ça y en a, là encore, rond-point des Sables, un campement, et c'est vraiment un campement. Et moi, été à la fois, surpris et à la fois un peu, tu vois, interpellé, tellement on avait à la fois quelque chose de fort et en même temps d'un peu inquiétant, puisque il restait sur ce site-là 2 personnes, donc 2 femmes, n'étaient plus dans cette période où il avait 20, 30 personnes. Et ben là, il tient le lieu. Vous êtes campent, vous êtes dehors là, vous êtes les organisés pour rester, vous êtes veillent le soir, tout drôle, pour éviter une agression, ou jamais à l'abri de quoi que ce soit. Pour l'instant, ça se passe bien, tant mieux, mais depuis 19 novembre, ça a commencé, et ne t'y arrête pas. On a une difficulté à dessiner l'avenir, mais ça l'est sûr, c'est que tu connectes à une injustice et tu veux manifester à d'autres manières, à d'autres niveaux, le non ferme par rapport à cette injustice. Et même à 2, et moi étant de dire, même en étant femme, et pas que madame les moins, bien au contraire, on a remarqué dans les Gilets jaunes qu'il y avait beaucoup de femmes, même bien peut avoir des risques un peu différents, et bien, les autres les là. Et de tu organises les autres pour que les autres marmailles les pris en charge, les compagnons en confiance et en soutien avec ça, mais les extraordinaires. Même s'il n'y a qu'un foyer et qu'avec 2 personnes, même ils pensent que c'est des preuves, des illustrations de courage et dans lequel nous peut qu'adhérer. Et il y a quelque chose qui se passe ici à La Réunion. L'obligé. Il y a la Réunion, on a à la fois le merveilleux, mais on a aussi l'état du monde d'injustice terrible. Comme il y a
Là où ça, ils crient au secours, il faut de l'emploi, on a chômage, on a 5%, on a 10%. Ici, on a 30, 35, 37%, selon qui ça il dit et que ça lui veut protéger comme bilan. Mais il est énorme. Il y a sur la pauvreté, les pareils, sur les violences, les pareils, sur le déni culturel, les pareils. Donc, on a vraiment toutes les raisons de la Terre de réagir et les présents. Les pas unanimes, les pas généralisés, mais les en cours. Et en réalité aussi, on voit, j'allais dire, s'ériger des maisons du peuple au rond-point, au barrage. Bon, celle qui est là depuis le 24 décembre, c'est celle qui est 24 novembre, pardon. C'est une maison du peuple devant la préfecture. Maintenant, sortie de possession, Zazalé, Manapani, dans l'Est, à Saint-André, à côté, Cressonnière, voilà, Cressonnière, un quartier français sur le rond-point, juste après la grande surface. En tout cas, ça devient symbolique, j'allais dire. Plus que symbolique, après moi, pas dans n'importe quel secret, hein, mais en tout cas, moi, dans ma lecture, plus que symbolique, je trouve que les stratégiques, et me dit bravo. Parce que le risque était grand, et il avait commencé à essayer de ramener le débat au sein des institutions, et par les institutions. Et ça, c'était un piège. Le combat l'a démarré spontanément dans le chemin, les gilets jaunes, sur les ronds-points, c'est là que il doit continuer. Parce que si c'est vraiment une affaire du peuple, c'est une affaire démocratique, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple, il faut qu'il reste à ce niveau-là. Tout le reste, c'est des risques de récupération, d'embrigadement. Même quand les dehors, on a ce risque-là. Mais là, il pense que c'est extrêmement stratégique et c'est tant mieux. Et me dit bravo. Parce que c'est à cet endroit-là que ça doit se passer. Il y en a une vraie réappropriation du pouvoir parce que le pouvoir, il n'appartient pas aux élus, quels qu'ils soient. Ni au président de la République, ni au maire, au président de collectivité. Le pouvoir, il appartient à chacun d'entre nous et collectivement au peuple. Après, la forme que l'on dérive, c'est la forme représentative, mais c'est absolument pas une obligation que ce soit cette forme-là. Justement, que le mouvement s'ancre dans la durée, que le mouvement persiste et existe dans la contestation, dans la revendication, c'est une chose. À un moment donné, il faudra quand même trouver des réponses. Il faudra quand même que le mouvement fasse émerger une plateforme de revendication reconnue par tous, ou du moins soutenue par le plus grand nombre, et que derrière, il y a une prise de décision. Parce qu'on ne peut pas toujours être dans la revendication sans qu'à un moment donné, il y ait une concrétisation ou un aboutissement. Les cieux, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Hein. En tout cas, on me voit différemment. Mais je pense que de toute façon, nous les inviter à sortir de la revendication. Pourquoi ? À partir du moment où on va revendiquer, et ça, c'est vraiment notre réflexion au sein de Niabou ou même au sein d'Ancraqué, c'est vraiment la compréhension que nous les dans des rapports de domination. Nous répète ça parce que il ne faut pas nous faut être lucide là-dessus. Quoi. Pas nous trompons pas nous d'endroit, mais dans des rapports de domination. Ce que les Gilets jaunes ont réussi à faire, c'est établir un rapport de force. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire en sorte que les dominants, tellement la pression était forte, et avec la violence, et sans valider la violence, mais elle était utile, sinon on n'aurait absolument pas écouté. Donc, ils ont réussi à établir un rapport de force. Il veut dire que maintenant, il faut pouvoir créer ou co-créer. Mais ça ne peut pas être une revendication. Parce qu'il est impossible que les gens qui tiennent aujourd'hui la décision, les gens qui organisent justement l'exercice du pouvoir, les dominants, ils donnent à ou quoi que ce soit. Prenons un exemple vraiment très, très simple et pratique pour que beaucoup de monde l'a pu vérifier. Juste après, quand on a commencé à calmer, à retrouver un peu de sérénité, et que là, on lève les barrages, etc. Dans la plupart des commerces, les prix l'avaient augmenté. Alors que parmi justement les revendications et les problèmes que les gens avaient à vivre, c'était le coût très cher des marchandises et en plus à La Réunion, il reste toujours une nébuleuse de comprendre comment les former ces prix, même s'il y a une commission. On n'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que un produit sort de là-bas, il arrive ici, il explose à multiplier par X fois. Les produits que ici même produits ici, les plus chers que ce soit là-bas, on ne peut comprendre d'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique, pourquoi le peuple réunionnais est autant soumis à cette pression-là, ça reste une incompréhension. Et bien, juste derrière, les prix l'ont augmenté. Tu vois, donc, si nous attendons que dans ces dominants, on aurait quelqu'un tout d'un coup, serait bienveillant, gaillard, peut dire, ok, on a compris, excusez-nous, il ne peut pas arriver. C'est vraiment un système que les en situation
d'être remis en cause. Et l'ensemble des acteurs qui composent le système les concernent. Et comme dit l'ensemble des acteurs, je veux dire, même ça qui n'est pas dominant, ça qui est dominé, l'est aujourd'hui interpellé, donc chacun de nous, à remettre en cause nos pratiques. Parce que nous alimentons ce système-là. Donc ça ne peut pas être une revendication, parce que la personne n'a rien à faire à Donao pour satisfaire notre existence. On a à co-créer une autre perspective. Et il est normal qu'il tâtonne. Il est normal que pour l'instant, on n'a pas une réponse. Parce que pour sortir là-dedans, il n'est pas simple. C'est une violence. C'est une violence que nous-mêmes, il faut nous arriver à accepter, que nous soyons moins consommés, plus de sobriété, pour reprendre toute la philosophie de Pierre Rabhi. Il veut dire que nous-mêmes, nous sommes prêts à dire que c'est une autre agriculture, donc pas de subvention européenne pour une agriculture intensive, mécanisée à outrance, et qui ne correspond même pas à la réalité réunionnaise. Il veut dire un tas d'affaires que nous doit remettre en cause. Donc ça ne relève pas d'une revendication. Ou pour un deuxième exemple, nous connaissons des problèmes sur le terrain écologique. Quoi a démarré, que ça a été le feu que allume la poudre qui était couve là, sur ces manifestations, cette crise sociale, cette crise politique. Taxe carbone. Là maintenant, il dit oui, on enlève la taxe carbone. Mais si on enlève la taxe carbone, ce n'est pas tant le fait que nous gagnons financièrement parce que là, prend la taxe, que est pour moi l'enjeu ou une éventuelle victoire. Ce qui est l'enjeu, c'est que l'on est en train de dire que l'écologie n'est pas si important que ça. Et que nous oppose les besoins matériels, là, immédiats, de tous les jours, à une perspective d'avenir que est quand même de changer de braquet par rapport à l'exploitation qu'il fait de la Terre, de la planète, et que l'on est en train de mettre nos vies en danger. Donc, ce n'est pas de la revendication. Aujourd'hui, c'est une transformation. C'est une capacité d'évoluer. C'est une capacité à dessiner un autre rêve, une autre perspective. Et nous doit faire, nous n'avons pas d'autre choix. Puisque, nous voilà, il reprend un autre exemple, la lettre du président de la République. Cette lettre-là... Très longue lettre, hein. Oui, très longue lettre. Mais j'ai essayé de la lire, j'ai lu les premiers paragraphes. Non, il y a tout, moi. Après, j'ai abandonné. Il y a tout, parce qu'après, sinon, on ne peut pas cause dessus comme ça. Ouais. Ben, c'est d'un archaïsme. Oui. La pensée, elle est archaïque. Nous sommes toujours à penser le monde, nation contre nation. Nation supérieure à l'autre nation. Civilisation supérieure à l'autre civilisation. Nous sommes toujours à flatter une espèce de fierté basique, là, très interne. Nous oublie que le monde est globalisé. Que déjà, la France n'est pas tout seul. Quoi que ce soit qu'elle lui fait, elle est en interaction, en interdépendance avec les autres pays du monde. Et au sein même de la France, il y en a énormément de différences que nous, l'Outre-mer et la Réunion, nous incarnent, et que ça, il appelle à une autre manière de voir, une autre manière de considérer les choses, et qui ne peut plus être un État basé sur l'uniformité, que l'unité est basée sur l'uniformité. Il ne peut plus être un État où ça, le récit national, il continue à oublier que là, il y a le colonialisme, que là, il y a l'esclavagisme, qu'il continue à ne pas considérer les dimensions socioculturelles des uns et des autres. Comment on veut accueillir un Marabaï dans un système éducatif si on ne prend jamais ou si peu en compte sa réalité sociolinguistique, historique, culturelle? C'est impossible. Et la lettre, tout le long, c'est toujours le même schéma. Rien sur la question capitaliste, rien sur la question des entreprises. Tout il tourne autour de sujets qui ne remettent pas en cause le système. Et oui, on voyait un peu, en gros, la patate chaude chez les gens. Bon, je l'ai demandé, ça a revendiqué, que ça t'y propose. Sachant que quand on regarde bien, les thèmes que la lettre, le grand débat en question, il propose, les 4 thèmes là, eh bien, absolument pas les thèmes que les ressortis sur différents sondages que les Gilets jaunes avaient mis en avant. Donc, dire, c'est une reprise en main du pouvoir qui décide les thèmes, qui décide le calendrier, qui décide l'organisation, les personnes que les garantent, qu'il permet que tout se déroule bien, il appuie sur les institutions. Nous sommes extrêmement loin d'une approche de changement, de transformation. Et il ne peut pas déboucher sur quelque chose, à mon sens, positif pour l'avenir, progressiste pour l'avenir. Égalitaire, respectueux, il n'est pas possible. Alors, comment doit évoluer actuellement la stratégie de ce mouvement pour que ça soit efficace finalement? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que on voit la région essaye de faire le comité consultatif citoyen, le gouvernement organise le grand débat, on parle du grand débat national, on parle aussi d'un référendum d'initiative citoyenne. Est-ce qu'il faut changer le mode
d'élection des élus? Est-ce qu'il faut élargir est-ce qu'il faut mettre plus de pression sur les élus? Est-ce qu'il faut faire en sorte que demain, si un élu n'est pas bon, on a les moyens de le faire partir? Est-ce qu'il faut former des citoyens à la gouvernance? Vers quelle solution? En tout cas, il n'y a pas besoin d'une question en forme de boutade, mais si vous pensez qu'un gouvernement, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur politique, il formerait les citoyens à la gouvernance, il voudrait voir. Mais bon, c'est une boutade pour dire que, grosso modo, nous les sur le pouvoir, sur l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, ils décident quoi, pour qui ça, et vers quelle perspective. Voilà ça qui tient le pouvoir là, ils ne partagent pas ça comme ça. Tant que nous avons eu les lois sur justement la participation, et la conférence territoriale, de l'action publique. On a déjà des lois là-dessus, nous connaissons que ça ils donnent, globalement. Ils ont déjà du mal à gouverner entre eux, et c'est le cas avec la gouvernance territoriale de l'action publique. Moi, en tout cas, sans la bonne recette, mais là où ça m'y pense qu'en tout cas nous peut orienter à nous, c'est vraiment distinguer les causes des conséquences. La plupart des choses qu'ils mettent sur la table là, c'est des conséquences. Et ils n'attaquent pas les causes. Quelle que soit la forme que nous va prendre de participation de gouvernance. Si en amont, en termes de causes, ne remet pas en question les raisons profondes qui fait que nous les avons là, eh bien la forme, les différentes modalités, il ne changera rien au problème. Les causes profondes, c'est quoi? C'est que nous avons un système qui considère qu'il faut faire du profit, que l'argent, il compte, que tout doit passer par l'argent. Si vous remettez pas ça en cause, eh bien, on peut toujours trouver par je ne sais trop quel chemin des modalités sur la fiscalité, etc. Mais on ne change pas la donne, qui fait que de toute façon, on a un peu d'ENA, et de plus en plus très peu, et n'a beaucoup, et n'a un peu, n'a point, et de plus en plus beaucoup, n'a presque point rien. On trouve ça, je sais pas, normal, juste, c'est une loi naturelle. Dans le système capitaliste, ça ne pose pas de problème. Mais si nous pourrions vraiment changer, il faut attaquer les causes. La cupidité, la cupidité. Dans le monde, n'a coûté de milliards, là, jamais assez. Le moindre centime de pas perdre. Il fait rien, s'il y en a d'autres, il meurt. Mais ça veut dire, il crève, mais il est tellement vilain. Mais c'est presque ça qui se passe. Nous ne raisonnons pas à l'échelle seulement de la Réunion, et il y en a de quoi déjà sur la Réunion, mais nous raisonnons vraiment à l'échelle du monde, puisqu'il concerne le monde entier, tout ce qui se passe. Quantité de pays, il a des bombes sur la tête des enfants, des civils, où ils violent, où ils tuent, il y a femmes. Là, en ce moment, on a une publicité pour dire que le problème mondial, il faut produire plus pour que tout le monde y arrive à consommer, etc. C'est de la fausse publicité. On a suffisamment à manger pour le monde entier. La richesse est là, c'est le partage. Là, prend la répartition. Oui. Et les pareils sur les autres éléments. Autre élément que nous devons prendre en compte, si nous ne décidons pas, nous, une bonne fois pour toutes, à comprendre que la Terre, c'est notre ami, notre allié, et que nous fait partie de l'écosystème, les pas en dehors, les pas ne doit protéger l'environnement, nous fait partie de l'écosystème. Nous sommes un être vivant comme les autres. Si nous ne prenons pas ça en compte, si ce n'est pas une politique fermement attachée à cette écologie-là, même on peut prendre les modalités qu'on veut, mais nous pouvons toujours décider ensemble, avoir une intelligence collective, mais tourner vers quelle perspective, vers quelle humanité. C'est les causes que nous devons regarder. S'il y a un chemin à prendre, c'est de remettre en cause, justement, sans jeu de mots, ce qui fait que fondamentalement, nous produit des inégalités. Les pains à fait, ils sortent comme ça, je ne sais où. C'est notre système, nos manières de faire, individuelles et même quand on est dans la contestation, et collective, et encore plus du côté des dominants, qui produit ces problèmes-là. Donc il ne s'agit pas de traiter ces problèmes, mais ce qui produit ces problèmes-là. Il y a toute une éducation, il y a toute une émancipation à engager. Vous croyez que les dominants vont faire ça? En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus, Éric Alendroit. On aura l'occasion de venir sur des émissions avec un peu plus d'ouverture, de temps surtout, pour pouvoir aborder ça. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. En tout cas, on l'a dépassé aussi. Merci Éric Alendroit. C'est moi. On se dit à bientôt.